nous continuons sur la série des webinaires qui a déjà été lancée précédemment. Donc, c'est la deuxième épisode et elle concerne la gestion des événements indésirables et les événements indésirables graves par un attaché de recherche clinique. Je me présente, Riyad Dourgui, je suis coordinateur monitoring à Clinact, donc avec une expérience en pharmacovigilance et en chefferie de projet. Je laisse mon collègue se présenter. Alors, moi, je suis Monsieur Brignon Lionel, je suis chargé de formation chez Formatis et entre autres pour la formation des attachés de recherche clinique. Ça, c'est une présentation du groupe UTS. Donc, Formatis fait partie du groupe UTS. On fait de la formation, bien sûr. La vigilance. C'est quoi la vigilance, en gros? La vigilance, c'est évaluer, agir et informer. Elle a pour objet la surveillance, l'évaluation et la prévention et surtout la gestion du risque d'effets indésirables résultant de l'utilisation des médicaments et produits mentionnés à l'article L5121-1 du Code de la santé publique. C'est une réévaluation constante du rapport bénéfice-risque. On est bien d'accord que cette vigilance, là, on vous a parlé du médicament parce que le texte de loi 51-21, c'est le médicament, mais c'est fait pour tout ce qui concerne les soins ou les apports au corps. On peut avoir de la nutrivigilance, de la matériovigilance, de la réactovigilance en fonction de ce qu'on va baser notre vigilance. N'est-ce pas, Riyad? Alors, il y a quelques spécificités, mais je crois que tout fonctionne de la même manière. Parfait. Événement indésirable grave. Donc, l'investigateur informe le service PV, donc abréviation de la pharmacovigilance, du promoteur de tous les EI qui se produisent durant la période de traitement protocolaire et dans les 30 jours suivant la dernière administration de ce traitement. 30 jours pour certains protocoles, ça peut changer, ça peut être plus, ça peut être moins. Les investigateurs doivent notifier immédiatement à la pharmacovigilance les EIG, soit par fax, par email ou via ECRF. Donc ça, c'est BPC. Bonne pratique clinique, c'est une exigence réglementaire. C'est quoi un événement indésirable grave? Donc, événement ou effet indésirable qui entraîne la mort, met en danger la vie du patient, nécessite ou prolonge une hospitalisation, provoque une incapacité ou un handicap, important ou durable, se traduit par une anomalie ou malformation congénitale. Donc, un attaché de recherche clinique doit maîtriser ces points-là, doit connaître ces points, parce que c'est indispensable pour une visite de monitoring, surtout la partie safety, sécurité. Le sixième critère de gravité qui est défini par l'ICH, donc on le trouve dans le référentiel IME List, donc importance médicale event, publié également sur le site de l'EMA, contient environ 7000 termes dans les infections et inflammations sévères, toutes les tumeurs malignes, certaines tumeurs bénignes et la plupart des anomalies congénitales et troubles familiaux et génétiques. Donc, sixième point, c'est les événements médicaux importants et cela reste bien sûr à l'appréciation du clinicien. Mais on a des références et les références-là, c'est ce qui est listé sur cette présentation, sur cette slide. D'accord? Donc, au total, on a 6 critères de gravité. Donc, en plus des critères-là qui sont connus depuis un moment déjà, il s'est rajouté le critère numéro 6. Le SUSAR, donc la définition du SUSAR. Donc, c'est un événement indésirable grave inattendu. Donc, est inattendu de par sa nature ou son ampleur
est jugé possiblement relié à l'essai du traitement doit être déclaré aux autorités dans un délai restreint, donc rapide. En fait, le chargé de pharmacovigilance reçoit l'EIG, donc la notification du centre, le médecin ou autrement dit l'investigateur notifie l'EIG au service de la pharmacovigilance qui appartient au promoteur, bien sûr. Donc le chargé de pharmacovigilance reçoit l'information, cet EIG, il va évaluer, faire l'évaluation en interne chez eux. Donc, il va estimer que cet EIG correspond à un SUSAR. Donc, quand on parle de SUSAR, on parle des événements qui ne sont pas listés sur le RCP. Donc, inattendu. Un événement auquel on ne s'attendait pas. Dès que le SUSAR est confirmé, il transmet immédiatement, il fait une déclaration parce que le médecin, il notifie l'investigateur, il notifie au chargé à la pharmacovigilance et la pharmacovigilance déclare aux autorités compétentes, en l'occurrence l'ANSM. Donc, notification, déclaration. L'ARC, il doit consulter dans le protocole. Donc, l'EIG, le protocole, tu consulteras. Les protocoles d'essais cliniques doivent reprendre la définition des EIG. Donc, chaque protocole doit reprendre cette définition. Les 5 critères légaux, plus le 6e critère. Il peut exister des critères ou des spécificités supplémentaires, donc c'est protocole dépendant. À ce moment-là, il faut ajouter des critères. Définir des cas où un EI, même s'il rencontre l'un des critères de gravité, ne sera pas considéré comme un EIG. Donc, il y a des protocoles de recherche clinique, interventionnelle, où ils nous demandent, par exemple, de ne pas déclarer les EIG relatifs au décès. D'accord? Parce qu'on va dire qu'on travaille sur une étude en gériatrie où le nombre de décès est évalué tout en progression. Donc, ils savent, ils ont des données qui disent qu'en quoi il va y avoir beaucoup de décès pour ce projet, malheureusement. Parce que les personnes ou les patients inclus dans certaines études, je donne un exemple, c'est une étude, leur pronostic vital est engagé. Et dans ce cas-là, dans les protocoles, généralement, ces décès-là sont reliés à la progression de la maladie. Et le promoteur, dans le protocole, il mentionne comme quoi on ne déclare pas les décès. Donc, il y a certains EIG qu'on peut ne pas déclarer, et cela est dépendant du protocole sur lequel on travaille. On peut retrouver ça souvent en oncologie, avec des non-cancers ou des types de métastases qu'on peut ne pas Ouais. déclarer aussi. Bon, pour simplifier, j'ai donné comme exemple les études en gériatrie. Bien sûr, il y a l'onco, il y a d'autres aires thérapeutiques où on peut avoir un nombre important de décès. Conduite à tenir en cas d'EIG. Qui déclare? Donc, c'est le PI et son collaborateur habilité. C'est qui son collaborateur habilité? C'est les co-investigateurs. Les médecins, bien sûr. Seuls les médecins sur site peuvent déclarer les EIG. Quoi? Donc, qu'est-ce qu'il déclare? Bon, bien sûr, on a à disposition un formulaire qui est mis dans le classeur, intégré dans le classeur investigateur par le promoteur, donc un classeur qui est mis en place au début de l'étude et qui contient tous les documents de l'étude ainsi que les templates et formulaires. Et parmi les documents-là, on a le formulaire de déclaration des EIG. Donc, dans le formulaire-là, on a les informations suivantes. Identification du patient, du numéro patient, bien sûr, anonymisé, le notificateur, le médecin, le descriptif de l'EIG, la date de survenue, le diagnostic et surtout, le médicament expérimental. La date où il a commencé le traitement, la date du dernier traitement reçu, je parle du traitement de la recherche, la posologie, et on a 2 cases, imputable ou non au traitement de la recherche. Ça, c'est très important. D'accord? Où le médecin, il coche l'une des cases. Soit il considère que cet événement, il est lié, imputable au traitement, d'accord? Ou non lié.
Il estime que cet événement n'est pas lié, imputable au traitement de la recherche. Peut-être qu'il est lié à un autre traitement concomitant que le patient prenait en parallèle du traitement de la recherche. Et après, bien sûr, on a le follow-up. Donc, l'évolution de cette SAE. Est-ce que ça évolue dans le sens positif? Donc, est-ce que cette SAE a été résolue? Je veux dire, il y a eu une fin de cette SAE et que le patient s'est rétabli et on clôture le SAE. Ou est-ce que le SAE est toujours là? On continue. Donc, les symptômes, ils sont tous là, ils sont toujours là, et le problème, il est toujours là. Donc, il ne suffit pas de déclarer le SAE, bien sûr. Initialement, il faut le déclarer, mais il faut le suivre, le SAE. Là. Donc, les arcs en poste, il faut qu'ils continuent à suivre cet SAE de leur côté. C'est très important. Ça permet, bien sûr, au service de pharmacovigilance d'avoir des données complètes et des informations complètes concernant l'événement en question. Et ça permet également, en cas d'analyse, des SMB par exemple, d'analyse, d'avoir, après l'extraction, la fin de l'analyse, etc., d'avoir des informations complètes. Donc, ils vont sur site, ils vont constater que les données relatives, certaines données relatives à l'événement en question, le IgA en question, sont manquantes. À ce moment-là, ils reviennent vers l'arc du centre pour lui demander, bien sûr, gentiment, etc., pour lui demander de mettre à jour. Parce que sur site, les arcs également, ils ont des fois ouais, ils ont plein de projets, et le fait que l'arc part en monitoring, ça leur permet justement d'avancer sur le projet en question. Donc, pour permettre une extraction complète des données qui sera mise à disposition au comité du surveillance indépendant lors de la réunion avec les chargés de l'APV, donc il y a, comme vous le savez, certainement. Donc, il y a des réunions qui sont réalisées, hein, CSI, et dans le CSI, là, il peut y avoir également les chargés de pharmacovigilance promoteurs pour évaluer l'état d'avancement de l'étude sur le plan sécurité, safety. Donc, le rôle de l'ARC, bien sûr, c'est de faire le nécessaire afin que la base de données, en l'occurrence le CR, soit mise à jour avant cette réunion et durant l'analyse, et avant la fin de l'analyse du cas. Donc, avant de réaliser l'extraction. Comment donc, comment tenir, conduite à tenir en cas de IGET. Et on a les formulaires de notification, bien sûr. Donc, les formulaires dont j'avais parlé précédemment, où il faut compléter toutes les informations relatives à l'EIG. Parce que pour que le service de vigilance accepte une notification, il faut que le formulaire soit complet. Et pour qu'il soit complet, il faut qu'il contienne les informations dont on avait parlé là. Quoi? Identification du patient, notificateur, descriptif de l'UIG, diagnostic et le médicament, et tout le reste, l'imputabilité et l'évolution, les follow-up. D'accord? Et là, on parle d'acceptabilité. C'est quoi l'acceptabilité? Est-ce que le formulaire, il est conforme ou pas conforme? Est-ce qu'il est lisible ou pas lisible? Ça aussi, c'est un point très important. Il faut que le site, le centre, je veux dire le médecin, il faut qu'il complète le formulaire conformément à ce qui est demandé. Donc, il faut que le formulaire déjà soit lisible, que le contenu, je veux dire, les informations complétées sur le formulaire soient cohérentes avec les données sources. C'est quoi les données sources? C'est bien sûr c'est le dossier patient. Et tout ça pour permettre, bien sûr, au service de la vigilance, ou chargé de vigilance, de faire une évaluation à la hauteur des informations reçues. D'accord? Comment dans le CRS, donc la notification, le formulaire, là, soit on a un support papier, soit il est intégré, je veux dire, il est dématérialisé, il est intégré dans le CRS. En cas où il est le formulaire, je veux dire, il y a un support papier pour ces formulaires, on peut soit le faxer. Maintenant,
c'est rarement on fax à un certain moment. Maintenant, les choses ont évolué et généralement, les déclarations se font soit via CRS, soit par email. Donc, on scanne la formulaire là et on l'envoie par mail au service de la pharmacovigilance. OK? Pendant combien de temps faut-il notifier un EIG au promoteur? Donc, la notification commence à partir de la signature du consentement. On continue à notifier des EIG, s'ils sont là, je veux dire si on a des EIG, à partir de ce moment-là. Jusqu'au début du traitement, après jusqu'à la fin du traitement, et jusqu'à la dernière visite protocolaire du patient. Si les EIG en question sont imputables au traitement de la recherche, sur la partie-là, on déclare tous les événements, tous les EIG, que ce soit imputable au traitement ou pas imputable au traitement. Donc, du consentement, de la signature, jusqu'à la dernière visite du dernier patient. Je précise bien, du dernier patient. Donc, dernière visite, dernier patient, ce qui fait le suivi est terminé pour tous les patients. À partir de là, on continue à notifier que les UIG qui sont imputables au traitement. Des fois, dans le cadre de la recherche, on a ce qu'on appelle un suivi de survie, donc les follow-up, les visites de follow-up. Hein? C'est protocole dépendant, donc les visites de suivi là peuvent durer 6 mois, 1 an, tout dépend de l'étude clinique, et après, on clôture l'étude. Et des fois, il n'y a pas de visite de suivi, donc il n'y a pas de suivi de survie, on s'arrête à la dernière visite du dernier patient. D'accord? Et on clôture l'étude, gel de base, et on a terminé. Mais parfois, comme j'ai dit, il y aura les visites de suivi survie. À ce moment-là, on continue également à notifier les EIG liés imputables au traitement de la recherche. Et dans les deux cas, on continue à notifier ces EIG. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Lionel? Non, il y a, Je je croyais que pense tu que voulais. tu vas aborder ça plus tard. Il y a cet aspect notifier les EIG. Il y a aussi l'aspect, pendant toute l'étude, d'être au courant de tous les suzards transmis par le promoteur. Votre centre, il doit déclarer, mais on a bien dit précédemment qu'il fallait aussi agir et la manière d'action, c'est justement d'avoir l'information de ces suzards qui englobe, même si nous n'avons plus de patients, qui peut englober un suivi des patients post-études suite à des actions d'urgence déterminées par ces suzards. Parlons de SUSAR justement. Je voulais parler de ça après, mais bon, vu que tu as entamé le sujet. Donc, les SUSAR, dans un cadre réglementaire également, le promoteur doit établir ce qu'on appelle un listing SUSAR, qui doit être, le listing SUSAR, c'est tous les SUSAR qu'on a recueillis depuis le début de l'étude. Généralement, il n'y a pas énormément. Donc, voilà, mais qui sont très importants. Et du coup, il faut que tous les investigateurs, au niveau de tous les centres, soient au même niveau d'information. Donc, le promoteur établit un listing et qu'il envoie à tous les centres et qui doit être intégré dans le classeur investigateur. Donc, même les investigateurs ou qui n'ont pas déclaré de SUSAR, je veux dire où ils n'ont pas eu de SUSAR au niveau de leur centre, ils peuvent savoir, sur le même niveau d'information, des SUSAR qu'il y a eu sur les autres centres. Et ça, c'est important pour qu'ils puissent, ça fait partie de la vigilance justement, pour qu'ils sachent quoi il y a eu tel SUSAR qui a eu lieu dans tel centre et concerne les patients de l'étude. Et à ce moment-là, ils vont garder l'œil sur ce type d'événement. D'accord? L'arc hospitalier. Donc, on est dans la gestion des. Pardon. On est toujours dans la vigilance clinique, gestion de cas de pharmacovigilance. Donc, le rôle de l'ARC et du TEC. Donc, l'ARC, c'est l'ARC promoteur. On va dire que le TEC, c'est l'ARC investigateur, l'ARC centre. Donc, on va commencer par l'ARC hospitalier. Donc, c'est le premier vigilant.
voyez, donc le rôle d'un arc, que ça soit promoteur ou sur site, il est très très important sur une recherche clinique. Donc l'arc hospitalier occupe une place centrale dans l'organisation de la recherche de son centre. Il a la charge de superviser le parcours du patient, donc il fait le suivi du patient, celui qui programme les visites des patients, qui appelle le patient, etc. Donc on sait comment ça fonctionne. Euh, ils ont un rôle très très important, je le confirme hein, par expérience. C'est très généralement lui qui est en charge de la saisie des données. L'arc hospitalier est le premier détecteur de IG, parce qu'on va dire que c'est vrai qu'il y a les médecins, mais les médecins sur site, je veux dire, généralement, ils sont très occupés. OK? C'est pour ça qu'ils délèguent certaines tâches à l'arc sur centre. Donc, le rôle d'un arc site est très important pour le promoteur ainsi que pour le centre et pour l'étude en elle-même. L'arc hospitalier peut notifier un EIG à la pharmacovigilance du promoteur. D'accord? En cas où l'arc il vient, par exemple, c'est des cas, hein, ça dépend des situations en fait. Et il constate qu'il y a un événement, un EIG, un arc moniteur, il va monitorer un dossier patient. Ah tiens, il constate qu'il y a eu une hospitalisation, donc un EIG a déclaré. Le médecin, il n'est pas là. Donc, l'arc centre, il est habilité à déclarer, à notifier plutôt, notifier, parce qu'on parle de notifier cet événement au service de pharmacovigilance, d'accord, du promoteur. Une validation médicale sera ensuite requise, bien sûr. Donc, s'il y a par exemple un co-investigateur participant à la recherche qui est sur la délégation de fonction, je veux dire, il est connu comme participant à la recherche. Il peut gérer la situation, valider et signer la déclaration, hein, le formulaire de déclaration. S'il n'y a personne, donc, quand le médecin sera là, bon, il revient à la charge, il peut valider euh, cet événement hein, qui a été notifié à la pharmacovigilance ou peut-être qu'il aura une autre appréciation. À ce moment-là, il va émettre son avis et dire que non, ce n'est pas un EIG. Après, dans tous les cas, ça va être discuté entre le PI ou le co-investigateur et le chargé de pharmacovigilance. Mais il faut que, s'il y a suspicion d'EIG, il faut que ça soit déclaré. Il vaut mieux déclarer et que de ne pas déclarer. Et après, ils vont reprocher à l'ARC de ne pas avoir fait le nécessaire. Par contre, si on déclare et il s'avère que l'EIG, ce n'est pas un EIG, ce n'est pas grave. Il faut mieux être alarmiste que de passer à côté. Je continue. L'arc hospitalier, donc, remplit le formulaire de l'EIG. Il est le point de contact des échanges avec l'APV du promoteur. Le contacte les établissements extérieurs pour obtenir des informations complémentaires concernant le patient hospitalisé, qui a été hospitalisé et où l'EIG a été l'événement, je veux dire, il y a eu l'événement, quoi, l'EIG. Parce que des fois, le patient, voilà, il rentre chez lui, d'accord? Il est suivi dans l'hôpital, tel hôpital où il y a la recherche clinique, il rentre chez lui, il a un problème et il va être admis dans un autre hôpital, par exemple. Donc, il a été hospitalisé, mais le centre où il est suivi pour la recherche n'est pas au courant d'informations. D'accord? Donc, quand il revient en visite, après qu'il sort de l'hospitalisation, il revient à notre hôpital où il est suivi pour les besoins de l'étude, de la recherche, il va leur dire qu'il a été hospitalisé. Donc, c'est un EIG. Même tardivement, le promoteur, il est dans l'obligation, dans le cadre de son protocole et dans le cadre réglementaire, de déclarer cette EIG, même tardivement. Donc, on appelle ça date de prise de connaissance de l'EIG. Ce n'est pas de sa faute, il ne savait pas, il n'avait pas la formation. Mais dès qu'il a l'information, il déclare l'EIG. D'accord? Et l'ARC sur site, bien sûr, il va contacter l'autre hôpital où il a été hospitalisé le patient. Il va leur demander les comptes rendus, les bilans, etc., etc. Et généralement, ça se passe bien parce que c'est entre deux structures hospitalières, donc ça ne pose pas de problème. Ça arrive très souvent. L'ARC hospitalier s'assure
de la concordance des informations notifiées avec celles enregistrées dans les autres bases de données. Ouais, c'est évident. Ça va être un point le plus compliqué pour votre arc hospitalier, puisque il va falloir retourner sur les échanges constants de changement d'intitulé, de changement d'information, et devoir tout retracer dans les données sources, puisque en cas d'audit, ce qui va être regardé, c'est bien les intitulés renvoyés par la PV ou toute modification due au signalement initial. Donc, cette partie de s'assurer la concordance des informations notifiées, ça va être du ressort de cet arc hospitalier, mais ça va être aussi du ressort de l'arc promoteur, puisque juste voir que la déclaration, que le centre a déclaré fatigue, mais que, par exemple, l'APV l'a requalifié en asthénie, bah, il va falloir le retrouver dans les données sources. Et donc ça va être l'arc hospitalier qui devrait le faire de base, mais ça va être aussi le rôle de l'arc promoteur, en plus de tous les autres rôles qu'on va vous parler sur ce fameux rôle de l'arc moteur dans ces déclarations de VIG. L'arc hospitalier peut également mettre en place des formations auprès des différents services pour sensibiliser les équipes soignantes à la PV, tout ce qui est pharmacovigilance, organiser une revue régulière des patients hospitalisés dans son établissement pour la comparer à celle des patients en cours d'essai. Lors de l'information du patient, sensibiliser le patient lui-même à la notion EIG et de notification. Donc, c'est de la communication et c'est très important pour la vigilance. Il faut qu'il y ait de la communication. Peut-être quelqu'un a vu ce que l'autre personne n'a pas vu. Donc, voilà, ce circuit de communication, c'est très important de le renforcer. L'acte promoteur. Là, on revient sur la gestion des cas de pharmacovigilance et on parle maintenant de l'acte promoteur. C'est le CERFIL, d'accord? L'acte du promoteur de par ses fonctions a un rôle crucial pour le promoteur. Donc déjà, l'arc, il représente la qualité dans un premier temps. La deuxième mission importante, c'est bien sûr de veiller à la sécurité, à l'intégrité des patients. Et tout cela se fait dans un cadre de pharmacovigilance, de vigilance. Donc, c'est le seul membre du promoteur qui dispose d'un accès au dossier source. Il est le seul mandaté par le promoteur pour avoir accès au dossier source, bien sûr. Il a pour mission de s'assurer que tous les EIG ont été notifiés à la vigilance. Ça, c'est de sa responsabilité. D'accord? On ne peut pas se permettre de faire, par exemple, 3 ou 4 visites et de ne pas identifier d'EIG, bien sûr, ce n'est pas nécessaire qu'il y ait d'EIG, et de ne pas détecter des EIG qui étaient là, quoi. Ce n'est pas possible. Ça veut dire que l'ARC n'a pas fait son travail. Moi, j'étais ARC et je sais de quoi je parle. Donc, partir dans un centre, faire 2 ou 3 visites dans le même centre, et le jour J, après l'analyse, il s'avère qu'on est passé à côté de 3, 4, 5 EIG, et parmi ces EIG, il y avait des SUSAR, ça, c'est très grave. Parce qu'il y a derrière, il y a des patients, bien sûr. On a des numéros, mais derrière, des patients. Donc, il faut être très, très vigilant sur ce point-là. C'est pas pour faire peur ou quoi que ce soit, mais c'est la réalité. C'est notre responsabilité. Le rôle de l'ARC, il est très important. Il est en première ligne, si je peux dire. C'est à partir de là que le process qualité commence. D'accord? Qualité et surtout surveillance. Surveillance de quoi? Surveillance de tout ce qui se passe sur l'étude. Donc, le plus important de cette surveillance, c'est la safety, les données de sécurité, les EIG, les faits nouveaux et tout ce qui est relatif à ces points. Ces points-là. L'arc promoteur est souvent la dernière chance pour détecter un EIG. Peut-être que vous l'avez constaté, certains parmi vous l'ont constaté, dès qu'on a une analyse, donc le promoteur, il déclenche une vague
de monitoring, de visites de monitoring, hein, successifs. Pourquoi? Donc, l'objectif, justement, je parle d'analyse safety, hein, donc DSMB, par exemple. Pourquoi? Justement, pour s'assurer qu'on n'est pas passé à côté de quoi que ce soit lors des précédentes visites. Donc, il y aura un pléiade de visites à réaliser sur les différents centres. Donc, les actes impliqués sur les études, ils vont programmer des visites. Bien sûr, il y a une planification, il y a des échéances, etc. Tout ça, on a une visibilité sur tout ça 2, 3 mois à l'avance, même plus déjà, des fois. Donc, pour qu'on puisse être sûr que tout est bon, que les dossiers ont été vérifiés, que les SAE ont été déclarés, que les SAE déjà déclarés précédemment ont été suivis, que la base de données a été mise à jour. Voilà, ça, c'est un travail de qualité. Comme ça, l'APV du promoteur, parce que bien sûr, le promoteur, il veut mettre sur un marché un produit, il faut que le produit-là, je veux dire que la balance bénéfice-risque soit plutôt positive, hein, penche vers le bénéfice plutôt que le risque. Et pour qu'on puisse parvenir à ce stade-là, il faut que toutes, je veux dire, les vérifications nécessaires sur la partie safety soient faites convenablement, correctement et conformément au protocole, bien sûr, de l'étude et à la réglementation en vigueur. Donc, les délais de déclaration et tout ça, c'est également important, c'est très important. Ça permet aux autorités compétentes en cas de problématique ou aux promoteurs en cas de problématique ou hein, de réagir dans les délais hein, et qu'il n'y ait pas de retard, d'accord, à rattraper ou autre. Parce que, comme j'avais dit, je le répète, c'est la santé du patient qui est en jeu. Voilà. Donc, l'arc promoteur peut notifier un EIG à la pharmacovigilance du promoteur. Donc, il peut notifier un EIG à son service de pharmacovigilance. Si le centre ne l'a pas fait, et il considère que ce n'est pas un EIG, donc on vient, il y a une hospitalisation. Donc, vous signalez ça, l'arc qui signale ça sur site au médecin. Bon, voilà, on a eu, docteur, j'ai détecté ce point-là. Donc, ce qu'il a détecté correspond exactement aux critères de gravité. Et le médecin il dit non, pour moi, ce n'est pas un EIG. Hein. Ou dans un autre cas, le médecin il n'est pas là, il n'y a que l'arc, et là qui va vous dire moi, le médecin n'est pas là, moi, je ne peux pas déclarer. Il y a des situations comme ça. Donc, en ce moment-là, là, qu'il fait quoi hein. Donc, il faut qu'il soit vigilant. Il déclare ça rapidement à son service, à l'APV. Comme ça, l'APV, ils vont bien sûr vérifier ce point-là, ils vont faire les recherches nécessaires, etc. Peut-être demander des compléments d'information au centre. Et s'il y a l'événement en question est très, très grave, donc à ce moment-là, ils vont le transmettre aux autorités compétentes. Et comme ça, on a fait notre travail. On risque rien. Donc, encore une fois, le rôle de l'arc du promoteur est très important. L'arc promoteur, le rôle, toujours on est dans le rôle de l'arc promoteur, s'assure que tous les EIG pour l'ensemble des patients du site ont été notifiés. Il confronte les informations au listing de SAE que lui a transmis la pharmacovigilance. Ça, c'est en cas d'analyse. Donc, en cas d'analyse, si on a une analyse de prévu, comme j'avais dit précédemment, donc le promoteur, il envoie les arcs pour justement mettre à jour la base de données, faire les vérifications nécessaires, revoir les anciens UIG, donc pour qu'ils partent en visite. En préparant ces visites-là, ils vont solliciter le service de la pharmacovigilance pour récupérer tous les listings. S'ils ne les ont pas à disposition, généralement, on les a à disposition. Mais pour être sûr, donc ils vont, parce qu'il y a souvent des. Voilà, il y a eu
Ça arrive qu'il y ait des problématiques dans ce sens-là, à savoir que le listing des EIG PV n'est pas complet, ou il manque certaines SAE. Bon, ça peut arriver. Donc, il prend un listing avec lui, comme ça, il cible son intervention, il cible les points sur lesquels il va intervenir. Et ça lui fera gagner beaucoup, beaucoup de temps sur son intervention. Sachant qu'on fait un monitoring, c'est une journée, donc 7 heures, il faut faire 10 ou 15 patients. Si on a pas mal de IG, plusieurs IG, etc., voilà, il faut vraiment être organisé. C'est pour ça qu'il est très important de programmer ses visites avant d'y aller. Et quand il a le listing là, donc il va procéder par élimination. Il y a des données qui ont déjà été monitorées et validées. Et à partir de là, il va commencer à suivre les données qui n'ont pas été validées. Ça veut dire les données relatives au suivi du SAE en question, etc., etc. Donc, il s'assure que l'ensemble des notifications, demandes d'informations complémentaires sont dûment rangées dans l'ISF. Donc, tous les documents, y compris le formulaire de déclaration de l'EIG, ou tous les documents relatifs à cette EIG sont bien rangés dans le classeur investigateur. Donc, c'est important, hein, en cas d'audit ou autre. Il vérifie la cohérence des données avec celle du dossier source, ben, évidemment. Euh, Surtout la véracité de ces données, elles sont existantes ou peut-être il y a eu des erreurs. Hein. C'est notre rôle, c'est le rôle des ARC. Il s'assure que l'équipe sur site est convenablement formée à la PV du protocole. Ça, on peut le détecter. Hein. Donc, on peut détecter comment en monitorant les données. On va voir. Si un centre ne roule pas bien, je veux dire, il y a des manquements ou autres, l'ARC, il va le constater. Donc, s'il y a des SAE qui n'ont pas été déclarés, et s'il y a des AE qui n'ont pas, dont les données n'ont pas été reportées sur le CRF, où il y a des erreurs de graduation des AE ou autres. Donc, ça va se voir. Et à ce moment-là, retraining, l'action principale, c'est de reformer le centre sur la partie vigilance. OK? Et ça sera considéré comme non-conformité. Je veux dire, s'il voit des lacunes, etc., un événement n'a pas été déclaré dans les délais ou autre, je dis ça comme ça c'est une non-conformité. Et chaque non-conformité a été suivie par la mise en place de certaines actions, que ce soit le cas par ou autre. Et parmi les actions, là, c'est de former l'équipe sur centre, sur le protocole, sur la partie PV ou autre, et sur la réglementation en vigueur. Et bien sûr, compléter la formation réalisée sur le training log, le registre de formation. En résumé, l'art promoteur a lui aussi un rôle essentiel dans le circuit de pharmacovigilance. C'est le dernier rempart. Il détecte de nombreux cas qui n'ont pas été détectés ou signalés ou déclarés par le centre. Il s'assure, ça arrive, hein, c'est pas tout le temps, il s'assure de la cohérence des informations, bien sûr, base de données versus quoi? Dossier source. D'accord? Donc, il fait une réconciliation. Il est le garant de l'exhaustivité. Tu veux rajouter quelque chose, Lionel? Non, c'est ce que tu as dit, on a déjà abordé le point. Très bien. C'est le dernier barrage pour éviter tout oubli ou toute problématique qu'on aurait pu découvrir dans un essai clinique. C'est le dernier maillon de la chaîne. En théorie, comme ce qu'on avait dit précédemment, tout doit être fait par l'arc hospitalier, mais dans les faits, on a ce garde-fou qui ne devrait pas refaire tout ça systématiquement, mais qui le fait parce que c'est le garde-fou, c'est la chose la plus importante et c'est la chose sur laquelle vos centres ou votre étude va être le plus impacté s'il y a des manquements. Merci. Notification des EIG et catégorie d'études. Donc, l'investigateur notifie les EIG dans les études dites RIPH1. Tous les arts connaissent ça. C'est une donnée, voilà. On connaît tout ce qui est RIPH1, RIPH2, R3, etc. Donc, de médicaments, de DM ou DMDIV, donc diagnostic in vitro, DM avec diagnostic in vitro, ou hors produits de santé. Hors produits de santé. Donc, en revanche, pour les études de RIPH2 et 3, ou non RIPH, le promoteur n'est pas tenu de mettre en place un système de vigilance de l'essai.
pour les études observationnelles, par exemple, où ils utilisent des traitements de routine, quoi. Donc, c'est la vigilance du soin qui s'applique. Donc, la notification se fait à qui? Ça, je ne pense pas que, je vais dire, beaucoup de monde le sait, hein, mais c'est important. La notification se fait au CRPV, donc Centre régional de la pharmacovigilance. Ça fait partie de l'organisation de la NSM, hein, c'est les autorités compétentes. Ils sont considérés comme des autorités compétentes. Mais ils ont la charge de gérer ce type de SAE. D'accord? Responsabilité de l'investigateur. Le formulaire d'EIG, que contient-il? Qu'est-ce qu'on a dans ce formulaire? Quoi qu'on a un petit peu discuté ce point-là, mais on revient dessus parce que c'est important. Donc, le formulaire de déclaration des EIG peut être un document à compléter, à scanner, à faxer, un forme dans le CRF, intégré dans le CRF, ou plus rarement un système de déclaration électronique. Dans tous les cas, le formulaire de IG doit être signé, manuscrite ou signature électronique, dont la validité est reconnue. Signature électronique dont la validité est reconnue. Pas n'importe quelle signature. On va sur PDF et on va le signer. Non, il faut que ça soit validé par un circuit interne. D'accord? Et vérifié par la qualité. Et voilà, en cas d'audit, voilà, s'ils voient une signature électronique, ils vont vérifier. C'est quoi la source? Ça vient d'où? Est-ce que ça a été validé? Etc., etc. Le formulaire doit contenir toute information permettant d'évaluer le lien de causalité entre l'EIG et l'essai, ainsi que son caractère attendu ou non attendu. Ça, on l'a discuté. Donc, l'imputabilité. Est-ce que cet EIG est imputable au traitement de la recherche ou pas? Hein? Et le caractère attendu ou inattendu. Ça, c'est suite à l'évaluation du chargé de pharmacovigilance. On va dire qu'un arc, que tous les arcs n'ont pas la compétence de dire que tel EIG ou est-ce qu'il représente un SUSAR ou pas. Quoique les arcs, avec l'expérience, généralement, ils maîtrisent bien la partie PV. Donc, ils peuvent, ils vont voir le RCP, hein, ils vont voir la brochure investigateur, ils vont te dire si c'est un SUSAR ou pas. Parce que c'est tout simplement, c'est un événement indésirable qui n'est pas listé dans la brochure investigateur ou autrement dit le RCP. Donc, avec l'expérience, le travail, etc., il peut acquérir ses compétences. Je veux dire, un arc peut acquérir ses compétences. Après, bien sûr, il faut toujours derrière qu'il y ait l'avis d'experts. Et des experts, il faut que ça soit confirmé par les experts, donc comme les médecins, hein, pharmaciens, etc. Euh, pour une notification d'EIG, au minimum, pour pouvoir être traité par l'APV du promoteur et le cas échéant être déclaré aux autorités, il faut un essai clinique. C'est quoi l'essai clinique? Un notificateur, un essai clinique, je veux dire une étude, c'est l'acronyme de l'étude. Un notificateur participant à l'étude, delegation log. La notification, on avait dit, la notification doit être faite bien sûr par un médecin ou l'investigateur principal, ou on va parler investigateur, hein. Donc pas n'importe quel médecin, c'est le médecin qui participe à l'étude. Et les médecins-là, ils sont nommés investigateurs. Donc c'est les investigateurs qui doivent notifier et qui doivent apparaître dans la delegation log. Un patient, numéro du patient, un produit expérimental et un événement indésirable. On dit si applicable parce que peut-être il s'agit d'un DM ou un produit hors santé. Donc, et un événement indésirable, le descriptif. Dans l'idéal, le patient, on doit avoir les facteurs de risque, la pathologie en cours et les médicaments associés, donc les traitements concomitants. Ça aussi, ça va être mentionné dans le formulaire EIG. Normalement, hein, pour la plupart des études, des formulaires, on a toujours la partie et les antécédents du patient. D'accord? Et qu'est-ce qu'il a comme pathologie? D'accord? Ça fait partie également des antécédents. La chronologie des événements, datation précise date de survenue de l'événement, d'accord? Symptômes, aggravation, amélioration.
Le produit expérimental, date d'utilisation ou de dernière utilisation, la posologie, numéro du lot de série pour les DM, information sur le donneur, receveur pour les tissus, etc. Donc, c'est selon l'aire thérapeutique et selon il y a des spécificités, hein, comme j'avais dit sur les précédents slides, hein, on a les produits hors produits de santé, on a les DM d'IV, diagnostic in vitro, et on a les molécules, donc les traitements. Dans l'idéal, description clinique ou biologique du cas, recherche d'autres causes, parce que le médecin, dans son évaluation, parce qu'il déclare, il peut fournir également des éléments, parce qu'il connaît son patient mieux que qui d'autre, pour fournir des éléments à la pharmacovigilance. Et le meilleur moyen, c'est de tout mettre sur le formulaire de déclaration des EIG. Il y en a qui complètent le formulaire bien comme il faut, ils mettent tout. D'accord, quitte à rajouter des feuilles quoi, dans le formulaire, donc annexé au formulaire. Et comme ça, le chargé de pharmacovigilance, il est très content parce qu'il n'est pas obligé de revenir tout le temps vers le centre pour lui demander telle ou telle information ou tel document. Ça, on va venir sur ça sur le prochain slide. Et voilà, on traite le cas rapidement. Et c'est surtout pour le bien des patients. D'accord? Parce qu'à la fin, il y a un patient derrière cet événement. Donc, on pense au patient. Ce n'est pas un numéro, c'est un patient. Donc, modalité de prise en charge. Parce que nous, les ARC, à force de faire des. Je dis nous parce que j'étais ARC, donc je n'oublie pas que j'étais ARC. À force de faire voilà, des études, des dossiers, à un certain moment, voilà, on fonctionne numéro. Mais on a toujours dans la tête qu'il y a des personnes qui sont derrière et qu'on veille à leur sécurité. Et ça, c'est le point le plus noble dans ce métier-là. Donc, modalité de prise en charge, comment il est pris en charge, comment il a été pris en charge, quelles sont les mesures qui ont été entreprises par ce médecin, s'il a mis des traitements, s'il a hydraté ou autre, je ne sais pas, tout dépend le cas. Évolution de l'événement aussi, hein, comment ça a évolué à partir du moment où il a été déclaré, où il a apparu. Évaluation du lien de causalité, l'imputabilité. Donc, de l'événement avec le produit expérimental. Ça aussi, c'est très important. Les coordonnées du correspondant local contacté de biovigilance ou MO-vigilance, le cas échéant. Parce que pour ces deux, c'est l'hémovigilance, biovigilance, etc. Donc, c'est pour ces deux structures, si je peux dire, ils ont une organisation un petit peu spécifique. Donc, ils ont des référents. Hein. Donc, il y a un correspondant à contacter. Plus le SAE est complet, moins il nécessitera d'échanges et d'aller-retour. C'est chronophage. Voilà. Revenons au point concernant le bon remplissage d'un formulaire de déclaration de IG. Moi, j'ai fait de la PV, je sais de quoi je parle. C'est pour ça, hein. Des fois, on reçoit des formulaires, mais je veux dire, inexploitables, quoi. Donc, il faut rappeler le centre. Les centres, ils ont une charge de travail. Parfois, ils ne sont pas contents, etc. Donc, faut que l'ARC veille à ce que tout soit fait convenablement. Pour ça, on dit que le rôle de l'ARC, il est très important pour tout le monde. Hein. Tout le monde considère le rôle de l'ARC dans la recherche clinique. Hein. Là, je peux vous le confirmer. Donc, il peut sensibiliser le centre, leur expliquer, par exemple, que quand il voit des formulaires pas bien remplis, il revient vers le centre pour leur dire, voilà, expliquer, sensibiliser, comme quoi ça fait gagner du temps et ça va être compliqué pour la PV d'exploiter tel ou tel rapport ou déclaration, etc. Une fois que le IG est notifié, Lionel, Oui, j'interviens n'hésite si. pas à m'interrompre, hein, n'hésite pas. Non, mais t'inquiète Donc, pas. voilà, c'est un échange, là, je suis en train de parler, présenter, mais bon. Une fois que le IG est notifié, l'investigateur suit les événements jusqu'à leur résolution ou stabilisation, au minimum stabilisation. Après, certains IG, bien sûr, mènent vers le décès, malheureusement, suivant les Alors, cas. Et à ce moment-là, on met fin de l'EIG. Et il faut le mettre sur la base de données. Fin on et a eu, mentionner en bas comme quoi c'est un décès. Oui, je te laisse parler, on a eu Lionel. beaucoup de questions sur l'histoire que tu avais abordée, sur le fait de suivre les EIG, même après la fin
de suivi officiel d'un patient dans un essai, on va vous y répondre à toutes ces questions, à cette question-là, plus en détail dans la question post-webinaire. On ne va pas s'appesantir sur ce sujet-là parce que c'est un sujet tout à fait annexe. Mais voilà, comme c'est un sujet qui était fortement abordé dans les questions, je me permets juste de faire ce point-là, puisque oui, votre investigateur, même si votre patient est sorti d'essai, il doit le suivre jusqu'à résolution, comme ce qu'avait précisé Ria. Parfait. Donc, l'investigateur transmet au promoteur des données de suivi. C'est une obligation, c'est BPC. Si vous avez bien vu les BPC, bien sûr, vous les avez vus, hein, vous avez été formé sur cela, parce que c'est une exigence. Donc, dans la partie rôle de l'investigateur, on parle de ces points-là. Donc, là, ce qu'il fait, c'est réglementaire. C'est une obligation. À partir du moment qu'il a accepté de participer à une recherche, l'investigateur doit réaliser ses actions. Donc, parmi ces actions, le suivi du SAE. Fournir au promoteur toutes les informations nécessaires à l'évaluation du cas, répond aux demandes d'informations émises par le promoteur. Donc, on peut avoir des queries, par exemple, dans le CRF, des queries sur toute la partie PV. On les a quand on a des analyses, comme j'avais dit, les DSMB, donc la safety. Donc, il y a beaucoup de queries qui sont émises, surtout sur la partie où il n'y a pas d'informations, où il n'y a pas de données. Je veux dire, les données relatives au SAE n'ont pas été compliquées, soit les données de suivi, soit le verbatim, donc le descriptif qui n'est pas bon, qui ne correspond pas à ce qu'ils veulent, parce qu'il y a un codage MEDRA derrière qu'on doit respecter. Donc, ils peuvent demander au centre par exemple, de changer le verbatim. Le verbatim, c'est le nom de la pathologie. En fait, le cas, s'il a eu, par exemple, euh, une anorexie grave, donc il faut mettre anorexie, il ne faut pas mettre autre chose. S'il a eu, par exemple, les troubles intestinaux, donc ça va être un problème gastro-intestinal. Donc, on va mettre digestif. C'est tout dépend. En fait, il y a un codage qui leur permet sur leur base de données, donc ce codage-là, parce que généralement, il y a des passerelles entre le CRF et la base de données de la pharmacovigilance, d'accord, où les informations, je veux dire, sont générées directement sur leur base de données. Ça arrive pas dans tous les cas, mais on a voilà, des laboratoires qui fonctionnent comme ça. Et donc, il faut qu'il y ait sur les CRF les verbatim souhaités qui correspondent au code MEDRA, d'accord, de l'APV, sur lequel ils se basent pour analyser leur cas, etc. D'accord. Voilà, les queries. Hein. Donc, les queries là, il faut qu'elles soient résolues avant toute analyse. Donc, on ne peut pas laisser une query traîner sur le CRF pendant 2, 3, 4 mois. Les queries, elles doivent être résolues rapidement et régulièrement. Il ne faut pas attendre une analyse pour résoudre les queries, je veux dire. Mais voilà, ça arrive que sur certains centres ou certaines études, il y a des retards. Et donc, d'où vient le rôle de l'ARC? C'est à l'ARC de sensibiliser, de faire bouger les choses. Comme ça, le jour J, on est bien, on est à jour, on n'est pas obligé de revenir au centre, etc. Parce que vous savez, pour faire des visites, il y a ce qu'on appelle le guide de monitoring, donc on doit respecter. Et pour que ce guide de monitoring soit efficace, il faut que l'ARC, derrière, fait le travail convenablement. Donc, il faut qu'il soit à la hauteur de ses missions. Et heureusement, c'est le cas quoi, pour la plupart des arcs. Mais après, voilà, il peut y avoir des exceptions. Donc, piège et difficulté de la notification des EIG. L'investigateur ou son équipe ne sont pas informés de la survenue de l'EIG. Okay. Là, on est dans le cas où ils n'ont pas eu l'information en temps réel. Patient, j'avais donné comme exemple, patient est hospitalisé dans un autre hôpital. Donc, hospitalisation, c'est un critère de gravité. On est bien d'accord, on a parlé de ça. Donc, hospitalisés ailleurs, ils n'ont pas l'information. Donc, pas informés de la survenue d'un UIG. Hospitalisés dans un autre service ou établissement, manque de formation des équipes de soins. Je parle de notification de UIG, les pièges et les difficultés sur eux. Si le personnel de soins n'est pas formé, donc ils ne savent pas ce que c'est un UIG. Pas de circuit de retour d'information. Ça aussi, c'est très grave. C'est pour ça que je parlais de communication. Il faut qu'il y ait un circuit de communication interne au centre. D'accord. Promoteur, il forme
les équipes intervenantes sur les recherches, mais eux, en interne, bon, ils peuvent assurer un circuit promoteur-centre, mais ce qui se passe en interne chez eux, voilà, promoteur, il n'a pas la main sur ça. Donc, le centre, je vais dire l'équipe sur centre, doit s'organiser pour que la communication soit fluide et que les informations soient transmises régulièrement, rapidement, et voilà. Que faire? Mettre en place des formations régulières dans les établissements. Identifier les patients en cours d'essai pour la population, pour la comparer avec la liste des patients hospitalisés. Et là, on peut identifier des patients peut-être qui ont été hospitalisés et dont on n'est pas au courant et dont l'investigateur n'a pas l'information. La carte patient, promoteur, il faut la mettre en place, elle est importante et ça peut, en cas d'urgence d'admission, je veux dire passage en urgence, donc le patient il a sa carte et derrière, euh, euh, bien sûr pour dire hospitalisation, il faut qu'il y ait une admission. Un passage aux urgences n'est pas forcément un SAE, une hospitalisation, on est bien d'accord. Quelqu'un qui rentre pour des douleurs, après il ressort après 2 ou 3 heures, on ne peut pas considérer ça comme un SAE. Quoique ce n'est pas encore bien défini cette partie-là, à savoir considérer un passage aux urgences comme un SAE. Bon, ça c'est un autre sujet, pardon. Mais le fait que le patient il a une carte sur lui, donc le service d'urgence ou l'hôpital qu'il a accueilli, il sera au courant de la participation de ce patient à cette étude. D'accord? Et il peut contacter le centre où il est suivi, je veux dire le centre initial, où le patient est suivi dans le cadre de la recherche. Vous voyez, c'est de la communication. Donc, la mise en place des cartes, c'est pas pour rien. Hein. Si le protocole, si le promoteur met en place ces cartes à disposition des centres pour le suivi des patients, c'est pas pour rien. Ça, en cas de levée d'aveugle, au cas de levée d'insu, etc. Donc, tout est relatif. Et beaucoup de rappels. On continue sur les pièges et difficultés de la notification. L'investigateur évalue la causalité, mais le sponsor également. Il peut évaluer, peut-être que l'investigateur, il dit c'est pas imputable, et le sponsor, par le biais de ses experts, ses médecins, il y a des médecins, des pharmaciens, ils considèrent que c'est un EIG. Mais il y aura des échanges, ne vous inquiétez pas, et à un certain moment, ils vont se mettre d'accord. Tout ça pour le bien du patient. Il n'évalue pas le caractère attendu-inattendu, donc l'investigateur n'évalue pas le caractère. Ça, c'est le rôle de la pharmacovigilance, attendu-inattendu, donc les SUSAR, ok? C'est la PV qui déclare les SUSAR, le déclare, d'accord? La PV déclare, l'investigateur notifie à la pharmacovigilance, les EIG, ça s'arrête là, il notifie, d'accord? Après, la PV, c'est le rôle de la PV, donc c'est le rôle, c'est une obligation réglementaire également, qui identifie les sujets, ils les transmettent rapidement, comme j'avais dit, à la NSM. C'est très important, c'est un point à retenir. Que faire? Accepter que les échanges avec la vigilance du promoteur font partie du process normal, même s'il convient de les minimiser. Voilà. Trop d'échanges, tu les échanges. Donc, il vaut mieux que, à la base, les informations soient claires et transmises entièrement à la pharmacovigilance pour éviter voilà, qu'il y ait beaucoup d'échanges. Ça va être bénéfique pour tout le monde. Parce que même les médecins, ils n'ont pas des fois le temps de... Voilà, ils sont très occupés. Les arcs sur site également, etc. Donc, pour le bien de tout le monde, c'est que le centre envoie des documents lisibles, conformes, complets, cohérents, pour que l'APV, de leur côté, ils font le travail convenablement. D'accord? L'investigateur ne notifie que des EIG. C'est le promoteur qui détermine si les EIG, événements indésirables graves, sont des SUSAR. D'accord? CF, responsabilité promoteur. Là, on rentre dans les situations spéciales. Donc, exposition durant la grossesse. Donc, grossesse au cours desquelles, ça, on est toujours dans la vigilance des essais cliniques,
Donc, et on est toujours dans le rôle de l'ARC. L'ARC doit, tout ce qui est présenté là, l'ARC doit le savoir. Il ne va pas évaluer des cas, mais il faut qu'il sache comment ça se passe. C'est important. C'est médical, ça fait partie de son travail. Tous les points qu'on est en train de montrer là, il faut qu'ils soient, je veux dire, bien assimilés par l'attaché de recherche clinique. C'est très important, ça va lui faciliter la tâche. Donc, quand on parle de grossesse, donc grossesse au cours desquelles le fœtus a pu être exposé à un médicament expérimental. C'est pour ça, pour chaque étude, on a le formulaire EIG et on a à côté le formulaire de déclaration des grossesses. Prenez aussi. Donc, c'est pas pour rien. Les raisons sont là. Même si elle n'est pas associée à un événement indésirable, l'exposition durant la grossesse doit toujours être rapportée. Rapportée, ça veut dire notifiée, transmise à l'APV. D'accord? Parce qu'on a plein qui se posent la question à un certain moment. Au début, on commence à se poser des questions. Bon, grossesse, pourquoi? C'est pas un UIG, ça rentre pas dans les critères, etc., etc. Mais voilà, c'est comme ça. C'est un point très sensible. Donc, qui doit être bien suivi par les spécialistes de santé. Elle peut permettre d'obtenir des informations importantes sur l'issue de la grossesse. Situation spéciale, exposition durant l'allaitement. Au lieu, lorsqu'un nourrisson ou un enfant a pu être exposé à un médicament expérimental via l'allaitement, d'une mère traitée par un médicament expérimental. Donc là, c'est clair. Même si elle n'est pas associée à un événement indésirable, l'exposition durant l'allaitement doit toujours être rapportée. Donc, ça rentre dans la surveillance. Grossesse, allaitement, souvent un formulaire spécifique. Ce que j'avais dit. Surdosage. De nombreux protocoles demandent que les surdosages soient déclarés comme des EIG. En général, un formulaire spécifique. Ça peut arriver. Ce n'est pas très courant, mais ça arrive. Événements d'intérêt spécifique. Vous avez certainement entendu parler de ça pour ceux qui sont sur le terrain, les AESI. Donc, de nombreux protocoles établissent la liste d'événements qui doivent être déclarés. Même s'ils ne rencontrent pas de critères de gravité qu'on connaît. Hospitalisation, prolongation hospitalisation, décès, handicap, etc. Des fois, on n'a pas ces critères-là. Mais, à la demande du protocole, on doit déclarer certains AE et seront considérés comme AESI. Nous aurons la nomination AESI. En résumé, l'investigateur doit notifier les UIG sans délai dans la manière la plus complète possible, la plus complète possible, dans un processus d'évaluation conjointe avec le promoteur, être attentif aux EIG qui peuvent emmener à des SUSAR dès la déclaration par le promoteur pour permettre au promoteur justement de déclarer le SUSAR dans les délais et le plus rapidement possible. On transmet un EIG dans les délais, derrière le cas sera traité dans les délais et s'il s'agit d'un SUSAR, donc il sera déclaré à la NSM dans les délais. Si l'EIG n'est pas déclaré dans les délais, derrière, l'évaluation du cas sera faite tardivement et la transmission aux autorités compétentes sera tardif. Et ce qui n'est pas bon parce qu'ils ne vont pas faire de cadeau la NSM. Hein. Comme je vous avais dit, c'est surtout les SUSA. Hein. Les SUSA, pour l'APV, c'est voilà, très très important. Donc c'est un travail d'équipe. Il faut qu'à la base, je veux dire, dès le départ, les choses soient faites correctement. Encore une fois, le rôle de l'ARC est très important dans ce circuit-là, parce que c'est lui qui contrôle le centre, il est responsable quoi, du centre, du suivi du centre, dans tous les sens, quoi, qualité, PV, etc. Déclarer aux autorités les EIG dont le lien de causalité avec le traitement de l'essai est établi lorsque ceux-ci ne sont pas attendus. Donc, dans les 7 jours, si décès ou mise en jeu pronostic vital, 8 jours pour le suivi, sous 15 jours pour les autres. OK? Ça, s'il ne s'agit pas d'un SUSAR, okay? D'un événement indésirable grave inattendu, excusez-moi. L'effet nouveau, interruption de la recherche. Dès qu'on a un fait nouveau, décision de reprise accompagnée ou non d'une modification substantielle. Je vais vous donner un exemple.
On a une étude qui dure depuis voilà, 6 mois, 8 mois, 1 an. Et au bout de 15 jours, on a une vague de décès, quoi. On a 30 ou 40 patients qui sont, je dis ça comme ça, hein. J'ai pas eu ce cas, c'est juste pour un petit peu vous mettre dans le contexte. Ce que veut dire un fait nouveau, on a 14-15. Ça, c'est un fait nouveau qui n'était pas prévu. Voilà. Dans ce cas-là, le médecin va rapidement mettre en place des actions. Bien sûr, il va savoir de quoi il s'agit, certainement. Quitte à mettre le protocole à côté. Là, maintenant, le protocole, ça devient notre dernier souci parce que là, il y a des décès, donc il faut gérer les décès. S'il y a des traitements qu'on ne doit pas administrer parce que le protocole les considère comme, voilà, comme à ne pas utiliser, le médecin, là, il va faire une non-conformité. C'est pas grave. D'accord? Parce que les traitements en question là peuvent apporter du bien aux patients. D'accord? Et traiter après les non-conformités et tout ça après. Donc, les autorités compétentes, ils demandent dans un cadre réglementaire à l'investigateur d'entreprendre des mesures urgentes. S'il ne le fait pas, ça va être considéré comme une défaillance de sa part. D'accord? Je continue. Rédiger et transmettre les rapports de sécurité, donc à la fin ou périodiquement, lors du déroulement d'une étude clinique, l'APV, hein, suite aux analyses, suite aux évaluations, suite au suivi, vont établir un rapport, ce qu'on appelle un rapport annuel de sécurité ou un rapport de sécurité tout simplement, ou un DUR pour tout ce qui est DM, etc., qui reporte toutes les informations relatives à la safety, donc les AE, les EIG, les décès, les sorties d'études, etc. Donc le nombre de patients inclus, ils vont faire leur analyse, d'accord? L'analyse sera faite, je veux dire, sur plusieurs étapes. Donc, suite aux différentes réunions avec le CSI, donc le comité de surveillance indépendant, hein, qui se réunissent avec pour évaluer les cas, etc. Jusqu'à 1 an, par exemple, c'est le rapport. On a un rapport qui doit être soumis après 1 an, hein, annuel. Sinon, le rapport final. Donc, l'APV, ils vont rédiger ces rapports-là au moins une fois par an, comme j'avais dit. Ils vont les transmettre aux autorités compétentes, d'accord, et en informer les comités d'éthique, les CPP, d'accord. Ils ont le droit, même si ce n'est pas des spécialistes, parce que généralement, les CPP, c'est un comité d'éthique, hein, donc ils gèrent tout ce qui est éthique. C'est l'ANSM qui sont spécialisés, qui doivent être, à qui on doit transmettre en priorité ces rapports-là, mais on informe quand même, hein, le comité d'éthique. Ils travaillent ensemble de toute façon. Des fois, ils échangent l'information, ils se contactent entre eux en cas de problématique, etc. Liste l'ensemble des informations reçues, comme j'avais dit, liste des cas, évaluation des informations et rapport. La finalité, quoi? C'est le rapport bénéfice-risque. Est-ce que ce traitement-là, il est bénéfique ou il n'est pas bénéfique? Donc, le rapport-là nous permet d'avoir une synthèse, donc une conclusion, hein, suite bien sûr à la vérification des données, etc., pour dire, voilà, ce traitement, il est bien en continu ou il présente un risque. À ce moment-là, on arrête provisoirement l'étude, le temps de voir ce qui ne va pas. Sinon, la NSM peut dire, non, c'est bon, on arrête l'étude. Le risque, il est très gros. Soyons tous vigilants. Voilà, je termine sur ça. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre présence, votre disponibilité. Je te laisse la Non, parole, non, Lionel. non, mais on vous remercie pour avoir participé à ce webinaire, même si il a duré un peu plus longtemps, mais vous avez vu que c'est un vaste sujet où vous avez encore plein de questions plus ou moins précises. Donc, on va faire une foire aux questions et on va y remettre dedans, ainsi que nos réponses. Et on va aussi les détailler un peu plus que les réponses qu'on vous a fournies à l'heure actuelle. Et on souhaite votre retour pour d'autres webinaires sur cette boîte à outils pour les arts.
Je rajoute juste un point. Je pense que le nécessaire, il est dans ce qu'on a vu, hein. Bien sûr, j'aurais pu développer plus que ça, mais bon, on n'a pas beaucoup de temps. Oui, mais bon, on a déjà dépassé le temps. C'est Voilà. la Euh, problématique de ce format. On a beaucoup de choses à vous transmettre, beaucoup de choses à vous dire ouais, et mais on a bon. du mal à limiter tout ce qu'on veut vous dire. Donc, on vous remercie pour les 27 personnes qui sont restées jusqu'au bout. De toute façon, ces webinaires seront disponibles sur la chaîne YouTube de MultiS. N'hésitez pas à y retourner et n'hésitez pas à revenir sur ces boîtes à outils des arts pour d'autres sujets et nous proposer en dessous de ces vidéos ou en nous contactant des sujets qui vous intéresseraient sur cette boîte à outils-là. Et on Je va vous répète, souhaiter, soyons tous vigilants. voilà, Merci. Au revoir à tout le monde. au revoir.